Nous voici de retour après avoir suivi religieusement, sûrement, Vidéloin et Michaud. Vous avez compris que cette bonne humeur, cette comédie nous apporte une certaine bonne humeur qui va nous permettre comme ça de très bien débuter, pas seulement la journée, mais aussi débuter la partie enseignement, à la partie formation, comme nous avons toujours dit, dans le cadre bien sûr de cette antenne matinale. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous qui venez de vous joindre à nous. Vous êtes sur Canal Futur Télévision. Nous sommes une chaîne émettant depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est pour permettre à tous ceux-là qui nous regardent depuis l'extérieur de bien aussi savoir que nous émettons depuis la République démocratique du Congo, et tous ceux-là qui nous regardent en province de savoir aussi que c'est depuis Kinshasa que vous êtes en train de nous capter. Nous vous saluons tous et nous vous souhaitons sûrement la bienvenue dans le cadre bien sûr de cette antenne matinale, dans le cadre de votre émission 10-12 qui a débuté depuis 10h. Il est 10h30, c'est l'heure à laquelle notre invité nous rejoint sur les plateaux pour entamer la partie formation, une partie qui va aujourd'hui être très édifiante, car nous avons au rendez-vous différents sujets qui touchent la vie nationale et surtout les développements de notre pays, la République démocratique du Congo, sans oublier les développements de l'Afrique en général. Je vous avais dit que nous allons recevoir aujourd'hui pas seulement un invité, mais aussi un consultant. Notre consultant est le président de la nouvelle vision panafricaniste. La nouvelle vision panafricaine, bien sûr, il est analyste, il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès social, et il est consultant. Il s'agit bien sûr de monsieur Norbert Yamba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien pour l'invitation, Michel. Comment allez-vous, monsieur Norbert? Écoute, je me porte en merveille. Ça fait un mal. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour qu'on échange sur des questions qui intéressent la nation. Mais sinon, en dehors de tout, nous continuons à bosser pour que le pays fonctionne vraiment. Chaque fois que nous sommes invités, nous ne faisons pas de problèmes pour nous régler et éventuellement essayer de réfléchir avec eux. Voilà, merci beaucoup. Avant bien sûr d'entrer dans ce que nous avons prévu aujourd'hui, une petite parenthèse. Vous étiez candidat à la députation nationale aux élections de décembre 2018 dans les Sankourou. Bon, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que tout le monde sait. Mais aujourd'hui, votre province n'arrive pas à se relever. On ne parle que de problèmes, des difficultés entre les notables, entre les politiques, entre qu'est-ce qui se passe et quelle est la voie de sortie aujourd'hui de cette crise qui sévit dans les Sankourou? Merci beaucoup, Michel. Quand vous me posez cette question, j'ai même la chair de poule. Vous savez, depuis hier, j'essaie de regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux. J'essaie d'écouter les différentes déclarations. J'essaie de voir ce qui se passe visiblement chez moi. Vous l'avez dit, hein, j'étais candidat à député national dans le territoire de l'Homme-Mélan pour le compte de l'UDPS. Mais je suis censé être parmi les leaders majeurs, n'est-ce pas, de cette contrée. J'ai beaucoup de difficultés à digérer cela. Vous savez, le Sankourou a toujours été connu comme une entité qui produit beaucoup de zones de valeur. Je ne voudrais plus parler de l'ancien premier ministre, Patrice Lumumba, qui est devenu une icône pour l'Afrique, pour la diaspora africaine, pour les afro-descendants, j'allais dire même pour l'humanité dans son ensemble. Et il n'y a pas que lui, hein. On a connu beaucoup de compatriotes Sankourois qui sont généralement des hommes qui ont assumé des responsabilités dans ce pays, mais qui ont impacté sur le plan musical. Vous ne pouvez pas passer naturellement du défait, mais
les hommes politiques, les généraux d'armée, etc., ils sont nombreux, ils sont légion. Même aujourd'hui, avec Laurent Kabila, avec Joseph Kabila, etc., on a retrouvé naturellement les gens de sang qui, en réalité, ne se sont pas présentés comme, disons, moins intelligents. Ils ont toujours impacté naturellement la dynamique de notre société tant qu'ils sont à côté des responsables. Ce qui étonne, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de paradoxe. Le Sankourou fait partie n'est-ce pas, des provinces démembrées de la seule province du Kasaï oriental. Le Kasaï oriental a 169 000 km², si je m'en rappelle. Le Sankourou seul, parce qu'il y a 3 provinces, le Sankourou seul comprend 104 000 km². C'est le 2 tiers de la seule province du Kasaï. Et donc, le Sankourou a 6 territoires. Et aujourd'hui, on n'est pas moins de 3 millions d'habitants. Et je l'avais dit, je suis consultant, je m'intéresse à la question de décentralisation et ça me donne l'opportunité de circuler à travers le pays. Vous savez, cher Michel, nous avons 26 provinces. J'allais dire 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Plus la ville de Kinshasa, oui. Et j'ai fréquenté toutes les 26 provinces. Je suis allé même dans les différents territoires. J'ai connu même les groupements. Parce que je travaille près de 20 ans dans ces réseaux pour booster la République, pour oxygéner la République. Mais en réalité, si toutes les provinces aujourd'hui ont des institutions qui fonctionnent, il faut reconnaître que le Sankourou, certainement, sur papier, on a des institutions, mais qui, visiblement, n'ont pas encore travaillé. Vous avez là le gouverneur qui a été élu en retard, et vous avez l'Assemblée provinciale. Au moment où tout le monde avait lancé des boulets verts, féliciter cette nouvelle génération du Sankourou pour avoir pris une décision stratégique de choix au détriment, par exemple, des obédiences politiques, etc. Ils ont voté un gouverneur et on a dit non, écoutez, ça c'est le Saint Lumumba, et voilà, ils ont prouvé qu'ils sont capables de pouvoir fonctionner autrement. Curieusement, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'est même pas investi. L'Assemblée provinciale, en dehors de quelques rares, c'est pas des moments où elle a siégé au début, presque les 2 tiers des députés se retrouvent à Kinshasa. Le gouverneur lui-même a difficile à se faire investir étant donné cette guéguerre, j'allais dire, qui devient dramatique parce que quand je venais là dans la voiture, j'ai suivi sur Top Congo un député qui injuriait, n'est-ce pas, non seulement le gouverneur qui a été élu, mais le vice-premier ministre, lui donnant des injonctions. Moi j'ai dit, écoutez, dans ce pays-là, dans cette entité-là, où on trouve des hommes intelligents, des gens de grande valeur, des gens de qualité exceptionnelle, pourquoi l'émotion doit pouvoir dominer comme ça? Entre-temps, sur les 6 territoires, c'est la pauvreté la plus absolue. Je vous ai dit que je suis témoin oculaire, je circule à travers le pays. Aucune province n'a la même configuration que le Sankourou. Le Sankourou est la dernière province en termes d'infrastructure, en termes, n'est-ce pas, de structures qui créent des emplois, etc. Il n'y en a pas. Nous avons le territoire le plus en vue. C'est le territoire de l'Oudja, qui est au centre, bien entendu, mais qui est une grande agglomération avec plus de 700 000 personnes, à l'instar, par exemple, de la République de Guinée équatoriale. Mais il faut y aller. Et il a existé une grande école qu'on a appelée l'autre fois Collège Saint-Augustin, qui est aujourd'hui Collège Semoula, Institut Semoula, pour les catholiques, mais qui visiblement, aujourd'hui, il y a des rameaux comme classe. Rameaux. Moi, ça m'inquiète. Et en dehors de ça, il y a eu Athénée à l'époque, etc. Mais qui, il faut voir, les murs sont pratiquement
fusillés, c'est comme s'il y avait guerre, etc. Voilà. Les infrastructures routières inexistantes, les infrastructures sanitaires aujourd'hui, quand j'y vais, on me dit non, écoutez, il n'y a pas d'échographie, il n'y a pas de radiologie, on opère les gens dans des difficultés, etc. Ça n'existait pas. Donc on est dans des situations très 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 difficiles. La régie des eaux elle-même, vous savez, rare à Loudja, mais dans les 6 territoires, c'est difficile d'avoir de l'eau potable. Même pas une induction d'eau gravitaire. Même pas des sources aménagées. Vous imaginez, il y a une tendance aujourd'hui à mettre en place des forages. Mais quel forage? Et à quelle proportion? Pour quelle population? Ce sont des grands défis dont les Sankourois, les citoyens, les femmes, les hommes entendent naturellement qu'on puisse véritablement s'engager pour donner des solutions. Il me semble que tel n'est pas le cas. Mais vous êtes... Alors, et j'en viens. Curieusement, l'Assemblée provinciale qui a eu à élire un homme qui n'avait aucun député et qui a fait preuve de bonne foi, mais ne s'entend plus avec le gouverneur. Moi, on dit nul n'est prophète chez lui. Tel que je dis là, c'est possible que, je sais que beaucoup reconnaissent ce que je représente en termes de valeurs intrinsèques. Beaucoup savent quel est mon comportement, quelle est mon attitude, quel est mon degré d'engagement pour que Sankourou change. Je ne veux vraiment pas créer des polémiques. Ce que je voudrais demander, en profitant véritablement de votre micro, c'est que nous avons des hommes pour lesquels il faut véritablement donner du respect. Et je commence par le patriarche Omba Pena Djonga, qui est colonel, mais aujourd'hui sénateur. Je vais voir mon vieux Léonard Chokitondo, qui est un homme de grande qualité, qui n'a pas commencé ici, qui a travaillé dans des institutions internationales avant qu'il n'a pu s'accompagner Laurent Kabila, qui a une certaine attitude, qui a un certain comportement, et qui n'est pas trop polémiste, etc. Je voudrais voir l'honorable Lotundoula, qui est pratiquement une intelligence mathématique, dont on ne peut plus contester la valeur intrinsèque. Je voudrais aussi faire allusion à mon grand frère Lambert Mende, qui est connu comme la puissance du verbe, et, une intelligence politique sans démenti. Je voudrais également parler de mon frère Moïse Ekanga, qui est un homme discret, mais très efficace, très efficient, très impactant. Je voudrais également faire appel à tous les opérateurs économiques qui, sans infrastructure, sans quoi que ce soit, etc., ils se sont battus naturellement pour que nous puissions survivre au moment où l'État était inexistant. Vous savez. Je voudrais également faire allusion à tous nos intellectuels. Nous avons connu le plus grand nombre de professeurs d'université qu'on aura connus au Kassai oriental, etc. Et, tous ces hommes, femmes qui aujourd'hui pensent que les Sankourou peut fonctionner autrement, je voudrais leur dire que nous n'avons pas une autre entité que si ce n'est le Sankourou. Et aujourd'hui, j'ai honte, et même quand je suis à la télévision, quand je me présente comme Sankourois, j'ai honte parce que les gens connaissent Yamba Yamba, et ils le connaissent comme un homme bien éduqué, bien civilisé, un peu intelligent, responsable, capable de construire une dynamique vers le développement. Malheureusement, aujourd'hui, les émotions toxiques ont pris le dessus sur la rationalité. Je vous demande tous, partout où vous avez été, vous avez montré que vous êtes capable de relever le défi. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour que les Sankourou reviennent à la raison? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Même les sans-voix, ceux qui ne savent pas dire, ceux qui ne sont pas connus, c'est notre entité. Aucun parent d'une personne n'a créé le Sankourou. C'est l'ensemble de nos parents. Nous ne sommes pas par obligation au Sankourou. Pourquoi cette honte? Quelle est la solution que l'on peut prendre? Quel est le problème qui ne trouve pas solution? Pourquoi devons-nous continuer? Nous avons eu, avec la province de Bazoélé, à un moment donné, comme étant au même niveau. Parce qu'il y a eu trop de problèmes. Il faut aller au Bazoélé. J'y étais il n'y a pas longtemps, avant le confinement. Il y a des avancées. Mais pourquoi chez nous? D'abord, les gens ne siègent même pas. Le gouvernement ne peut pas siéger aussi. Non. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale,
Monsieur le gouverneur de la province du Sankuru, vous n'êtes pas plus intelligent que tout le monde. Vous avez l'occasion d'avoir ces responsabilités-là. C'est votre chance. Dieu ne donne pas la possibilité aux gens inutilement. Nous ne pouvons que vous respecter. Mais prenez de l'eau froide. Pensez aux autres. Pensez aux autres. Je termine, Michel, en disant que lorsque le président Mandela était en prison, il avait tout le temps besoin de boire de l'eau. Mais il y avait une garde, un militaire qui était à ses côtés, qui, chaque fois qu'il demandait de l'eau pour boire, le militaire lui amenait des urines. Et Mandela ne pouvait pas prendre ses urines. Il voyait la cruauté, il voyait la criminalité du militaire. Et il a souffert pendant 27 ans. Mandela est sorti de la prison. Ça, c'est une histoire vraie que je suis en train de raconter. Et devenu président de la République, il demande à ses collaborateurs de l'accompagner dans un restaurant. Et lorsqu'il arrive dans un restaurant, il voit de loin, assis sur une chaise, le même militaire qui le gardait et qui lui amenait des urines. Des urines. Et il a dit, appelez-moi cet homme-là. Ses collaborateurs ne savaient pas quel était le lien qu'il avait avec ce militaire. Et on a fait venir le militaire. Et il a dit, tu peux t'asseoir, tu peux te servir comme tout le monde. Le militaire, quand il était là, il grelottait, il tremblait de fond en comble. Il a fini de manger, il a dit, Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous prendre congé. Et Mandela lui dit, ok, merci, à nous revoir. Il s'imaginait le moins qu'il sera sauvé pendant ce temps. Et quand on lui a posé, les collaborateurs de Mandela lui diront, mais Excellence, vous n'avez pas vu cet homme trembloter. Et il a dit, oui, je comprends pourquoi il tremblotait. Parce que c'est lui qui était, n'est-ce pas, le militaire de garde en prison. Et c'est lui qui m'a mené des urines. Et il a crié que, en le voyant, en devenant président, je vais le tuer. Et c'est comme ça qu'il n'était pas à l'aise. Mais on dirait à Mandela, mais pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Pourquoi tu ne peux pas lui faire souffrir? Mandela, il dit, non, il faut répondre au mal par un pardon, par le bien. S'il lui m'a fait du mal, et moi je réponds par un mal, qui sait demain c'est que lui sera, il y réagira par le mal. Et ça sera une série de mal. Non, il faut arrêter le mal par le pardon, par le bien. Voilà la leçon que je tire. Parce que vous n'avez pas véritablement dit ce que je représente. Je suis aussi consultant international en développement personnel, à l'épanouissement personnel. Et donc, la leçon que nous tirons de Mandela. Alors je dis à mes frères du Sankuru, on ne rase pas la tête d'une personne à son absence. Celui qui dort sur la natte d'autrui dort par terre. On ne coupe pas un pantalon pour un lézard sans tenir compte de sa queue. C'est vous qui avez la responsabilité de changer la situation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'aujourd'hui, et ça je lance un appel solennel, je suis consultant, je sais comment on résout les problèmes, parce que je travaille dans les 43 pays africains. Je suis capable de vous élaborer des thèmes de référence, je suis capable de vous inviter dans une rencontre où nous discutons de manière impartiale et nous allons trouver une solution chez nous. Ça ne sert pas d'avoir 4 pièces et alors les gens nous considèrent comme des fous. Je crois que le moment est arrivé pour qu'on arrête ça. C'est honteux. On ne peut pas être riche. On ne peut pas être richissime, soi-disant intellectuel. Et puis voir son entité, voir son terroir en train de disparaître. Et surtout avoir une très mauvaise image. Raison pour laquelle, d'ici là, je suis en train de finaliser les thèmes de référence et je compte aborder mes aînés. Je vais voir le patriarche Omba, je vais voir Lambert Mende, je vais voir Moïse Ekanga, je vais voir Shoki Tondo, je vais voir Jean-Charles Okoto, je vais voir Honorable Tundula, je vais voir tous les députés provinciaux, députés nationaux, tous les intellectuels, etc. Pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir? Ne serait-ce que réfléchir. Ne serait-ce que réfléchir. Pour que nous puissions sortir véritablement de cette image qui ne nous honore pas. Voilà ce que je peux dire. Et que
On ne coupe pas un pantalon pour Eliezer, j'insiste. Merci beaucoup, monsieur. Seuls les gens de Sankourou vont trouver solution. Et je crois que personne n'a tué personne. Même si les frères et les sœurs s'est entretenu à cause des velléités politiques. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de terminer cela. Et je crois qu'on va terminer cela. On va terminer cela s'il y a la volonté. Mais quand on réfléchit pour dire Yambamba vient pour des raisons politiques, non. J'ai été consultant et les défauts d'un consultant, c'est la rationalité, c'est la recherche de l'équité, la recherche de la vérité, la recherche du bonheur de tous. Et je voudrais me présenter cette fois-ci, pas comme politique. Parce qu'on dira que je suis de l'UDPS. Certes, je suis de l'UDPS. Mais écoutez, je n'agirai pas pour des intérêts de l'UDPS. J'agirai pour les intérêts du Sankourou. Et je vous donnerai mon savoir. Avec le savoir des autres, nous allons former une somme d'intelligence capable de nous sortir véritablement de cette situation. Et ça, c'est le cri d'alarme que je lance. Et j'estime que demain, les gens comprendront la pertinence de cet exercice, la pertinence de cette démarche, pas verser véritablement dans les racontards, pas verser dans les déclarations incantatoires, pas verser dans les débats de quartier, mais aller vite dans la restauration véritablement d'identité qui doit être respectée parce que ça mérite respect. Il a produit des hommes et des femmes qui sont restés légendaires à travers le monde. Merci, monsieur Norbert Yamba. J'espère et pense que ces cris est entendu ce matin par tout le monde, tous les ressortissants de cette province. C'est vraiment honteux. Un pays toujours vanté, toujours vu de notre œil à l'extérieur, mais nous à l'intérieur, on s'entretue. Nous aurons vraiment l'occasion de vous accompagner dans cette démarche afin que gain de cause soit trouvé. Mais notre sujet, notre premier sujet est déjà affiché au bas de vos petits écrans, mesdames et messieurs. Nous parlons, nous nous interrogeons sur l'administration de la République démocratique du Congo après 12 mois d'exercice du gouvernement Ilunkamba. Monsieur Norbert Yamba, avant bien sûr de nous attarder sur ces 12 mois du premier gouvernement sous l'ère Félix Tshisekedi Tshilombo, j'aimerais d'abord que vous nous brossez un tableau en termes de bilan de l'administration de la République démocratique du Congo pendant ces 60 ans d'indépendance que nous avions totalisé il y a quelques mois. Non, mais vous l'avez dit, je ne suis pas africaniste. Je sais que nous ne sommes pas indépendants. Mais bon, la plupart de nos dirigeants ont exercé les fonctions d'intendant. Beaucoup ont été des courtiers, des commissionnaires, au service de puissance d'argent. L'indépendance n'est pas indépendante. Certes, il y a une déclaration de souveraineté, une souveraineté exogène, ce n'est pas une souveraineté interne, des restaurations, de restitution de ce qu'a été véritablement le Congo avant l'arrivée des Blancs, etc. Non. Donc, hier c'était la traite négrière, et après c'était la colonisation, et puis la décolonisation qui est inachevée. Et puis finalement, la guerre froide, la mondialisation aujourd'hui, etc. Tous ces éléments faisant combine, c'est comme si c'était des hameçons qui pêchent les poissons dans l'eau. Donc, ça ne donne pas la possibilité d'être indépendant. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, quelle a été la performance des intendants dans la gestion des affaires de l'État? Et les intendants n'ont fait que la volonté de ce qui leur ont permis véritablement de travailler. Vous avez vu en 1960, nous avons eu des hommes et des femmes qui croyaient encore à nos pays, qui croyaient véritablement à l'indépendance, mais ne sachant pas le piège qui a été monté, naturellement, celui justement de continuer, n'est-ce pas, la colonisation à l'absence physique des colonisateurs, mais par des personnes interposées qu'on appelle des héritiers de la colonisation. Il y en a ceux qui ont accepté naturellement d'exercer ces responsabilités, et il y en a aussi ceux qui ont refusé, comme Patrice Lumumba, qui a été éliminé d'office parce que il n'était pas d'accord. Il était un rebelle. On ne peut pas ne pas accepter naturellement les injonctions qui lui sont données en tant qu'intendant. Vous avez vu en 1965, il y a eu coup d'État. C'était la stratégie qui a été montée par des officiers américains à son temps, d'avoir des hommes forts pour mater tout le monde de manière à donner libre cours à l'exploitation des ressources naturelles de nos pays.
Et nous avons fait 32 ans d'une dictature perfectionnée, où les institutions sont anéanties par un individu qui est lui-même le ciel et la terre. Qui nous a fait raisonner comme des bouteilles de prémices dans un casier de bière. Tout le monde a la pensée unique. C'est comme ça que, bon, chaque chose qui commence se termine. Laurent Kabila est arrivé, s'imaginant pouvoir faire le contraire. Mais parce que le système est resté le même. Le système qui a été monté par le génie occidental, celui de faire des dirigeants, des intendants, afin que, bon, il n'avait pas la marge de manœuvre, et lorsqu'il voulait se détacher naturellement de ce système, il a été abattu. Il fallait 18 ans du régime précédent. Mais écoutez, on ne va pas nous entarder sur l'histoire, mais le résultat. Le résultat, oui. Que le résultat de la population. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez un gouvernement, vous parlez de l'administration, mais au service, c'est offrir des services de qualité à la population. Quelle est la situation de l'école? Une école de fabrication de chômeurs de luxe. Une école pour produire des diplômés illettrés, comme disait le professeur Presse Koumadoubé, Presse de Bélé. Des diplômes de chômage. Wow. Et donc, nous avons une école qui n'a jamais fonctionné, non pas en termes, non pas seulement en termes de valeur intrinsèque par rapport au contenu, parce que nous sommes là pour la répétition, nous sommes là pour la récitation, autant de diplômes, autant de doctorats, zéro en termes de valeur ajoutée, zéro en termes de plus-value, pour faire avancer notre société. Encore que de quelle manière on acquiert tous ces diplômes, etc. S'il faut reposer véritablement des examens rationnels, etc., beaucoup perdraient leurs diplômes de doctorat, beaucoup perdraient, n'auraient même pas les diplômes de D6. Wow. Donc, on est dans une situation où on est enfermé dans un ghetto, où on ne sait pas où est-ce qu'on va. Parce qu'il n'y a pas de luminosité. Et puis le système sanitaire, il n'y en a pas. Vous pouvez aller, n'est-ce pas, en Galiem, ici, à l'hôpital de Kinshasa, etc. Mais Michel, il faut aller à l'intérieur. Quand des mamans sont opérées, simplement qu'il a un petit coup, une petite douleur de bas-ventre, il doit être opéré. Opéré par qui? Par quelqu'un qui n'a jamais été recyclé. Et pourquoi l'opération? Simplement parce que ça coûte $150. Et le médecin qui opère, lui, n'a même pas la prime. Il n'est même pas matriculé. Il n'est même pas identifié à la fonction publique. Et alors maintenant, le seul salaire, c'est d'opérer, malgré de petites douleurs. Et beaucoup de mamans me disaient, mais nous ne pouvons plus. Au Sankourou, bien entendu. On n'accouche plus. On ne peut pas être engrossé. Parce que j'ai fait 5, 6, 16 opérations. J'ai connu ma petite soeur qui est venue ici, etc. Mais qui, visiblement, a connu 5 opérations. Quand on est parti, on dit non, ces opérations pour rien. C'est pas ça, la maladie. Le système sanitaire lui-même, quelqu'un peut mourir parce qu'il n'y a pas d'aspirine. Et au-delà de ça, il n'y a pas une vision prospective. Vous savez, 60% des médicaments que nous utilisons sont de poison. Eh bien, est-ce qu'il y a un effort pour nous rechercher une médecine qui est la nôtre? Pour que cette médecine soit modernisée, théorisée. Et nous avons une médecine occidentale qui aujourd'hui planifie la mort. Mais et notre médecine en tant que médecine traditionnelle. Rien du tout, mais il faut une politique. Je m'excuse beaucoup. Il faut une politique. Le système politique, c'est la démocratie. Ce sont les Occidentaux qui nous disent, mais écoute, il faut la démocratie. Pour eux, c'est l'idéal civilisationnel. C'est la référence, c'est l'unité de mesure. Mais je dis, mais quelle démocratie? On utilise la démocratie depuis 1960. Pour quel résultat? Rien du tout. Ouais. Et nous avons des professeurs d'université, des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des juristes, des politologues, qui s'en réclament, auréolés d'impressives. Chaque fois à la télé en train d'en parler. Ils ont inventé quel système? Si ce n'est que de copier, de faire la copiologie, la compilation. C'est quelque chose qui n'est pas compatible à nos réalités. C'est quelque chose qui s'éloigne véritablement de notre âme, de notre historicité, de notre géographie, de notre patrimoine culturel. Alors le système politique, c'est zéro. Regardez le média. Les médias, qu'est-ce qu'on diffuse dans nos médias? Qui se pose des questions par rapport à ça? Ce sont les injures matin, midi, soir. Voilà, des injures matin, midi, soir.
Vous voyez la RTNC, regardez la France. Je m'excuse beaucoup, je n'adore pas la France. Allez-y. Mais leur chaîne nationale, France 24, France 2, quelles sont les émissions? Parfois de 2 heures, les gens discutent sur l'avenir de leur pays. On appelle des experts, on appelle des hommes politiques. Et c'est chaque jour. Mais chez nous, c'est pour faire des déclarations de soutien. C'est pour injurier. Il faut injurier bien quelqu'un pour qu'on dise que non, tel aime telle personne. Et qu'en retour, il va avoir un poste. Un poste. Alors, il faut attendre combien d'années? Donc, l'indépendance chez nous, c'est une indépendance des héritiers de la colonisation. Waouh. Et ces héritiers ne nous ont pas aidés, naturellement, de faire avancer les choses. Donc, c'est indépendance pour rien. Il faut revisiter. Et pour revisiter, il faut des panafricanistes. Des gens qui croient aux solutions africaines. Des gens qui pensent que les Africains ont eu quand même la gloire à une certaine époque. Voilà. 35 siècles, je m'excuse, 35 siècles avant l'ère chrétienne, avant la naissance de Jésus. L'Afrique était une puissance. Et le centre d'intérêt, c'était au Congo. Et nous étions une puissance militaire, nous étions une puissance politique, nous étions une puissance scientifique, nous étions une puissance politique, économique. Aujourd'hui, on en est nulle part. Alors il faut revenir à cette situation, il faut revenir à la réflexion. Nous ne pouvions pas avoir une minute, n'est-ce pas, des blagues ou des divertissements. Regardez comment les gens sont dans les divertissements, dans la danse, dans la chanson, dans les soutiens populaires inutiles. On ne propose pas des alternatives. On veut simplement faire ce qu'est l'Occident. Mais ça fait combien de millénaires l'Occident est en train véritablement d'avancer dans son schéma? Quand est-ce que nous allons véritablement réfléchir pour dire, voilà, ça commence avec nous, voilà ce que faisaient nos ancêtres, voilà ce que nous devons faire maintenant, à la différence de ce que font les Occidentaux, à la différence de ce que font les Asiatiques, à la différence de ce que font les Latino-Américains. Monsieur Norbert Yamba Yamba, une situation très bien brossée, mais c'est un tableau plus que noir. Plus que noir. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir avec les soucis de remettre la République démocratique du Congo sur les rails. Les remettre sur les rails afin que ces pays jouent les rôles du géant africain qui doit booster le développement des autres pays africains. Et cela aussi passe par son administration. Parce que vous venez de les relever ici, tout était presque par terre. Une année, aujourd'hui, on peut dire 12 mois d'exercice du gouvernement, du premier gouvernement sous l'ère Tshisekedi. Apparemment, rien ne bouge sur le plan de l'administration. Dans tous les ministères, ce sont les secrétaires généraux intérimaires. Quand vous allez à la fonction publique, ce sont des grèves, matin, midi, soir. Vous l'avez relevé ici, les systèmes sanitaires. À Kinshasa, on peut encore faire semblant, mais quand vous allez à l'intérieur, c'est plus pire encore. Un ralentissement dans même l'exécution de tâches administratives. C'est récent. Vous introduisez un dossier aujourd'hui, les résultats, vous l'aurez peut-être après une année. Est-ce que aujourd'hui, nous pouvons dire que cette vision de faire de la RDC les géants africains sera possible? Sera possible. Il faut une volonté volontariste de ceux qui ont la responsabilité de gérer la République. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poser des bases basiques pour nous permettre véritablement d'avancer. Et d'abord, la vision du président lui-même est une vision panafricaniste. Cette vision va l'aider naturellement à asseoir des solutions outre que ce que nous avons de manière exigène. Et une vision est toujours accompagnée, monsieur Yamba. Bien entendu. Et alors, je voudrais qu'on n'exagère pas. Michel, vous savez, lorsqu'on veut faire l'évaluation rationnelle d'une action publique, il faut partir d'un programme effectivement qui a été élaboré. L'arrivée de Félix Tshisekedi, notre président, a deux composantes en termes de programmation. Il y a le programme de 100 jours, il y a le programme de 2020 d'Ilunkamba. Le programme de 100 jours date de mars 2019. Mars 19. Et ce programme a continué jusqu'en novembre 2019. Et c'est là véritablement que Ilunkamba a pris tous les leviers. Le premier programme le programme de 100 jours, dit de 100 jours bien entendu,
avait un montant de 492 millions de dollars qui devrait servir aux infrastructures de base, les routes, certains ponts, plusieurs projets, construction des écoles. Plus de 400 projets. Plus de 400 projets. Des dettes financières. 85 projets. Voilà. Alors, mais il faut dire que dans ce programme de 100 jours, il a été utilisé 60%, qui représente 344 millions de dollars. Parce que dans les 492, il faut enlever les 70 millions de dollars pour rester avec 420 millions. Et sur les 420 millions, on a utilisé 60%. Et alors maintenant, lorsqu'on regarde par rapport au temps, l'intensité des actions qui ont été menées, des actions menées. Je prends le saute-mouton. J'étais à Dakar, j'ai beaucoup apprécié la prestation de Wadé, qui est reconnu comme le plus grand bâtisseur du Sénégal aujourd'hui. Wadé, pendant 12 ans, il a construit 6 saute-moutons. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Félix Tshisekedi, pendant une année, dans un programme de moins de 500 millions de dollars. C'est 9 saute-moutons qui sont en cours, mais 3 ou 4 déjà terminés. Déjà terminé. Lorsque je prends les 18 ans de Joseph Kabila, s'il faut considérer un saute-mouton à l'échangeur Matete, donc une année, 9 contre 1 contre 6, 12 ans. Mon cher ami, revenons à la raison. Ce n'est pas l'émotion qui doit nous guider. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les constructions des camps militaires. La dernière en date, ça vient à côté de l'aéroport. On dit Kasseta. Et quelques rares constructions. Certainement qu'il y a eu de l'argent qui a été versé dans le sens qu'on puisse construire. Et le projet n'est pas terminé. Mais déjà, au camp Tchachi, vous avez 210 maisons déjà préfabriquées, montées, avec standard moderne. Dans les mois, si vous prenez 11 moins 3, ça vous fait 8 mois. Il n'y a pas que ça, les écoles. Ça fait longtemps, moi, je vis il y a un complexe scolaire comme Mokengeli. On dit qu'il y a surestimation. Ok, moi je connais, il y a eu des écoles de surestimation ici. Une école, moi, j'ai travaillé avec le PNIL, j'ai travaillé avec la coopération belge, et j'avais été comme un attributaire, par exemple, pour la construction des écoles dans Kingasani. Une école avec 33 000 ou 40 000, on peut l'achever. Mais ce n'est pas un complexe, c'est 6 classes. Mais j'ai vu à l'époque, c'était 600 000 $. Personne ne posait la question à personne. Mais nous construisons un complexe. Mon fils a étudié à Mokengeli. Et quand vous arrivez là-bas, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'était une école de Kinshasa. Et c'est les gens. À la différence, par exemple, de beaucoup d'écoles dont on a parlé à leur fois, 1000 écoles par an, etc. Vous allez, vous ne trouvez rien. Sans oublier les écoles construites pour les enfants de militaires. Dans ces écoles-là, c'est 85% de prévisions réalisées. Parce qu'en fait, lorsqu'on est intellectuel, Michel, il faut savoir, quand vous voulez apprécier quelque chose, savoir dégager les prévisions et les réalisations et vous dégagez le solde. Effectivement. On appelle les écarts. Effectivement. Et donc, si les prévisions sont réalisées, on dégage le pourcentage et on donne le score. Et on peut apprécier la performance gouvernementale. Moi, j'aurais aimé que lorsqu'on nous dit, pendant 18 ans, on aurait souhaité construire 1000 écoles par an et qu'on n'a pas dépassé 300 écoles et vous avez 8 mois et on vous fait plus de 137 écoles. Mon cher ami, les intellectuels des ghettos qui en réalité aucune structure, aucune culture statistique, les gens réfléchissent comme ça, comme ça, pour se faire nommer et on n'aide pas le pays. On n'est pas rationnel. Félix Tshisekedi n'a rien fait. Mon cher ami, le kilomètre de Kion, le communauté de l'école, c'est combien? Nous avons 88 000 kilomètres de routes et de sites agricoles. Et hier, c'était combien? C'était combien? C'est 2000 kilomètres. Et Félix, dans les 8 mois,
On est au-delà de 5300 km. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez la ville de Kinshasa. Et je m'arrête là. Il y a eu des avenues comme Kulumba. J'ai habité Massina. Effectivement. Kulumba, on peut prendre l'université. Je me suis beaucoup. Mais ça fait plus de 20 ans. Cette grande avenue n'a jamais été opérationnelle. Bokassa, Luambo Kiadi. Regardez l'avenue universitaire. Université. Où tous les montants, tous les marchés ont toujours été surestimés et par gré à gré, sans adjudication. Et ça fait combien de temps, combien d'argent décaissé? Aujourd'hui, c'est rationnel. On n'en parle plus. Le Duboulou Mantengele n'est plus opérationnel. Dit, mais coach, vous voulez quoi là? Mais l'avenue touriste. L'avenue du tourisme. Et regardez Maman Yemou, au période de Kinshasa. Il y a eu incendie, non? Non seulement réparer la maison, mais on a mis un étage de plus. Toujours dans les 344 millions de dollars. Mais alors, on nous a toujours appris, on est arrivé jusqu'à 2015 à 10 milliards, à 9 milliards de dollars. On a fait quoi? On a fait quoi? Dis-moi, on a changé Ngaliema. On a changé l'hôpital de Kinshasa. On a changé quoi? On a changé quoi? À 8 mois, on réalise des choses. On utilise 60%. Personne ne se pose la question. Parce que j'écoute les hommes politiques, y compris des pseudo-politiques, des pseudo-chercheurs politisés. Ils ne donnent aucun chiffre. Ils viennent simplement... Aucune statistique. Aucune statistique. Voilà. Aujourd'hui, j'apprends même qu'il y a le matériel qui était destiné aux maisons préfabriquées. Oui, encore dans des ports. Voilà. Alors, parce que le projet doit continuer. On en aura combien? Voilà ce qu'était la volonté volontariste de Félix Tshisekedi, qui a fait 37 ans à l'opposition et qui aurait voulu impacter naturellement notre société, malgré les douleurs d'enfantement, toutes les difficultés de parcours. Vous savez, et je termine par là. Pour apprécier la performance du régime Tshisekedi, il faut considérer deux choses. Et ça doit nous montrer le degré d'intellectualisme de tout un chacun. Première chose, quels sont les programmes? Je vous dis qu'il y a eu deux programmes. Des programmes. 8 mois et celui de Ilou Kamba. Des 15 piliers. Mais c'est Ilou Kamba qui doit nous dire, au terme d'une échéance d'une année, d'un exercice, pour dire, voilà les 15 piliers. Voilà chaque pilier, comment nous avons réalisé. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà ce qui reste à faire. Voilà. Rien du tout. Parce que... Je m'excuse beaucoup. Les ministres qu'on responsabilise. Les ministres sectoriels. Les gens chez nous, je m'excuse beaucoup, mais bon, je sais pas. Les gens chez nous, quand on l'appelle excellence, ils croient qu'il est réellement excellence. Donc il y a... Voilà. Moi j'étais à Matadi dernièrement. Bon, un ami à moi de l'Angleterre. Et puis je lui ai dit, comment ça va? Mon ami a dit, non, Norbert retire. Comment ça va, excellence? Moi je dis, alors, comment ça va, excellence? Et alors maintenant, il est content comme tout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais alors, vous êtes excellent. On vous a donné un secteur de la vie nationale. Vous faites quoi? Quelle est votre politique? La RTNC est là. Qu'on nous dise une émission de 2 heures du temps. Voilà ce que j'ai prévu. Voilà ce que j'ai réalisé. Voilà ce que j'attends faire dans les années qui viennent. Et il faut que le président de la République aille dire ça à leur place. C'est ça la vraie question que nous nous posons aujourd'hui. Alors, mais non. Au lieu que les gens tiennent compte de cet aspect, qu'il y a eu des programmes, voilà, j'ai répertorié ce qui a été fait dans le programme de 100 jours. Voilà. D'ailleurs, les quelques réalisations, vous n'avez même pas tout vu. Les quelques réalisations. Voilà. Dans le programme Ilou Kamba, on ne connaît pas. On est dans un flou artistique. Non seulement le Premier ministre ne tient pas conférence de presse pour nous éclairer par rapport à la dynamique, mais le ministre ne dit rien. Chacun est content, il se fait appeler excellence et ça s'arrête là. Et vous voulez faire endosser la responsabilité au président de la République? Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il préside le Conseil des ministres. C'est vrai que je formule le vœu que l'intérêt de la présidente de la République, qu'il y ait une unité d'évaluation. Cette unité d'évaluation va faire le monitoring, va implémenter les actions. Parce que le président de la République n'est pas chef du gouvernement. Mais il est président du Conseil des ministres. Il a droit également d'avoir un droit de regard. Parce que toutes les performances, il en endosse pleinement la responsabilité. Et donc, il faut que cette unité de suivi et d'évaluation qui enseigne de regarder le travail de tout un chacun. Il est anormal.
que les gens ont fait un contrat de performance qui est défini par une lettre de mission. Voilà. Et curieusement, il n'y a pas d'évaluation. On ne sait pas qui a fait quoi. Alors maintenant, même s'il y a remaniement, on va prendre tel et on va le mettre à tel. Et on fait comme Mobutu l'a fait, on fait comme Kabila l'a fait. Non, président de la République, c'est un conseil gratuit. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, même si c'est très certainement que vous êtes président de la République, vous endossez la responsabilité. C'est pas pour rien qu'on vous lance tous les boulets rouges, même si c'est un gouvernement de brassage. Mais quand cela ne tienne, on a besoin naturellement quand même qu'il y ait le monitoring. Effectivement. Et ce monitoring va dégager les responsabilités de tout chacun. Ici, dans ce gouvernement ici, vous ne pouvez pas savoir que tel est performant, tel ne l'est pas. Tel ne l'est pas. Parce qu'il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas. Alors maintenant, on va continuer comme ça et on va dire non, tu sais qu'il ne fait rien. Et le Premier ministre qui est chef du gouvernement, qui a un compte de compte à rendre, qui a un devoir de redevabilité vis-à-vis du Parlement. Alors maintenant, comment il surveille ce ministre? Comment il est organisé? Il y a autant de conseillers. Mais on fait quoi? Chaque conseiller aurait pu s'occuper véritablement des secteurs de la vie nationale. Parmi les gens qui s'occupent aussi, messieurs Yamba Yamba, parmi les gens qui s'occupent aussi... Et je termine en disant, voilà. Parce que je vous disais que ça, c'est le premier élément d'appréciation qui peut bloquer la dynamique de l'action gouvernementale, non du président de la République, de l'action du président de la République. Un autre élément qu'il faut prendre en considération dans l'analyse, c'est... la configuration, l'arrangement institutionnel. Les gens qui forment la coalition aujourd'hui sont des gens qui se sont toujours regardés comme chat et chat. C'est l'ancienne majorité et face à l'ancienne opposition. L'ancienne opposition. 37 ans. Et puis on est ensemble. Et il n'y a pas une volonté très volontariste dans les chefs de personnes qui acceptent naturellement de cheminer ensemble, la sincérité de voir les résultats, les dividendes être partagés par tous. Chacun a son agenda, chacun a ses ambitions. Et c'est là que le problème se pose. Et donc, vous allez voir dans le gouvernement, 65% du FCC et 35% cash. Alors, dis-moi, tous ces ministres-là, est-ce qu'ils ont le cœur dans l'ouvrage? Est-ce que leurs chefs hiérarchiques ont le cœur dans l'ouvrage? Le président va-t-il sauter pour aller travailler à la place, par exemple, du ministre de la Culture? Ou du ministre je ne sais pas quoi? C'est ça aussi le problème. Entre-temps, la tendance générale, lorsqu'on regarde les choses se faire, c'est que le président donne des orientations. C'est comme si on est dans une équipe nationale. Et cette équipe nationale a un coach. Bon, les gens viennent de Mazembe, ils ont leur coach, Vital, compagnie, etc. Ils reviennent et ils trouvent le coach national qui donne des instructions, mais la tendance c'est de dire le coach est de provenance, Mazembe, tu dis quoi? Vital, tu dis quoi? Alors maintenant et les joueurs ont tendance à écouter naturellement leur coach de provenance. Et troisièmement, je vous ai dit, le système d'enseignement que nous avons subi, ce n'est pas un enseignement qui nous donne les caractères d'inventer, de créer des innovations, de faire avancer les choses. Ce n'est pas la volonté volontariste de faire avancer les choses. Non, ce n'est pas ça. Alors, c'est comme si vous êtes sur un terrain de football, vous entendez les joueurs de football, mais on vous amène les basketteurs pour jouer à la place des footballeurs. Alors, vous allez avoir les résultats. Voilà un peu la situation d'aujourd'hui. Donc, si on ne prépare, on ne met pas en analyse tous ces éléments-là, on risque d'aboutir... Parce que le coach national, que moi je considère ici comme le président de la République, a quand même le pouvoir de sanctionner ceux-là qui ne répondent pas favorablement à ces instructions. Qu'est-ce que le président attend? Je vais ouvrir une parenthèse. Par exemple, lorsqu'un ministre national dans un gouvernement de coalition tient des propos du genre le chef, notre autorité morale va revenir au pouvoir en 2023. Un autre de notre camp politique vous dit nous ne ferons remise et reprise qu'à la venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce que les coachs nationaux, les coachs de Léopard peuvent faire
pour que ces genres de déclarations qui sont encore en train de fragiliser l'élan même de l'action gouvernementale soient mis de côté? Le président Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui est le coach national, c'est un gars qui a grandi dans la cour du roi, qui a appris beaucoup de choses. Je vous ai donné l'exemple de Nelson Mandela. Si Mandela s'est vengé contre les Blancs, on aurait créé un cycle infernal de crises en répétition, récurrentes, en Afrique du Sud. Mais vous me poussez justement à réfléchir sur un domaine, une discipline qu'on vient d'inventer aujourd'hui. Il y a une discipline qui vient d'être inventée par Kaliba, relayée par Alfredo Ando dos Manto, qui est un Angolais, qu'on appelle la manquémologie. La manquémologie est une discipline, est une science qui étudie les réflexes des hommes, les comportements des hommes, les attitudes, l'état d'esprit des hommes, en fonction des systèmes qu'ils ont subis. Lorsque vous voulez apprécier l'attitude ou le comportement de l'homme, il faut se poser la question sur l'impact du système qu'il a subi. Si on a été dans un système où il y a des voleurs, la tendance générale pour ceux qui ont subi le système, c'est d'être voleurs. Et alors maintenant, lorsque vous voulez le critiquer voleur, ben, il faut chercher les causes. Mais quand on veut quitter un système vers un autre système, ça s'appelle la délocalisation, ça s'appelle le déménagement institutionnel. Ça pose ce que nous appelons des douleurs d'enfantement. Ces gens qui ont vécu un système, qui sont devenus des richissimes dans un système, qui se sont appropriés des richesses de la République, qui pensent que la République c'est leur plantation. Écoutez, ne peuvent pas accepter véritablement de céder. La tendance générale, c'est de continuer à maintenir le cap de ces avantages-là. Et alors, ils sont très pressés pour reprendre le pouvoir parce qu'ils sont habitués. Ils ont la richesse. Parce qu'aujourd'hui, toutes les régies financières sont entre les mains du FCC. Tous les postes, les gouverneurs. Et ça, 2 ans après, le coach national ne voit pas cette situation-là. Mais il voit. Mais si le code national, la primauté de la loi, ça veut dire quoi? C'est le respect des textes qui existent. Le code national fait quoi? Il dit je change le gouvernement pour que le cash devienne majoritaire. Ah non. Ah non. Et c'est là que j'essaie de faire comprendre même à certains compatriotes qui croient que non, le président ne leur donne pas quoi que ce soit, etc. Mais il est en difficulté. Il n'a que 35%. Et dans 35%, et à l'intérieur, il y a l'UDPS, il y a l'UNC, il y a les alliés, etc. Il faut se répartir les rôles. Et alors maintenant, ils sont minoritaires. On a sauvé les meubles dans ce gouvernement. Ni t'étais la finesse, ni t'étais le feeling, ni t'étais l'intelligence politique du coach. S'il voulait répondre coup sur coup, on serait où là? Le pays sera en feu et en sang. Et il faut savoir gérer ses émotions. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle donne la possibilité, n'est-ce pas, aux leaders de pouvoir sélectionner les émotions. Il y a des émotions toxiques qu'il ne faut pas mettre sur la place publique. Et si vous dites que parce que tel a fait telle déclaration, tel m'a insulté et moi je dois l'arrêter, c'est la jungle. Et certainement que le monde est une loi de la jungle. Mais il faut savoir canaliser et alors gérer la jungle. Sinon, alors, le pays doit être en dérive. Et surtout, l'IDPS, notre parti, on a pris beaucoup d'engagements. Beaucoup de gens qui voient le président Félix aujourd'hui n'ont pas perdu l'espoir. Ils perdront l'espoir peut-être quand quelqu'un d'autre arriverait. Mais ils savent qu'on peut tout, mais il ne va pas négocier de pouvoir booster la République. Sous cela, mais toutes les pesantères, toutes les forces qui ont existé dans les différents systèmes, ils ont leur habitude, ils ont leur comportement, ils ont leur attitude, ils ont leur état d'esprit. Ben écoute, ils seront de force de résistance par rapport à la dynamique du changement que nous voulons mettre en place. Alors maintenant, pour lui, il faut beaucoup de tact.
aller vite. Ah non, il ne faut pas aller vite en besogne. Mais convertir les gens, mais on gagnerait. C'est comme ça qu'il y a des coachs aujourd'hui internationaux. Non, je voudrais prendre les coachs africains, comme Patrick Pognon, qui dit qu'il faut toujours gagner la victoire sans combattre. Gagner la victoire sans combattre, ça veut dire quoi? Est-ce possible? Gagner sans combattre? Oui, gagner sans combattre. Regardez, si tu m'insultes, la meilleure façon c'est quoi? Je vais me bagarrer avec toi. Et si je suis plus fort que toi, je t'anéantis, tu ne vas plus oser. Mais il y a aussi une autre façon. Je vais en direction l'Espagne de Michel. Michel devient mon ami. Je lui explique, je lui fais comprendre que ce qu'il a fait, ce n'est pas normal. Et Michel s'est converti. On a gagné. On aurait pu avoir on a le même résultat qu'on a utilisé la violence. Oh, la violence crée des dégâts. Et la meilleure façon de gagner des victoires, c'est justement sans combattre, en utilisant l'intelligence politique, l'intelligence émotionnelle, tout cela faisant commune, vous avez les résultats. Et donc le président de la République est dans l'approche vaincre sans combattre. Et dans une société polluée, où il n'y a plus de boussole, où les gens ne connaissent pas où est-ce que nous allons, où les gens ne sont pas conscients des enjeux du XXIe siècle, où les gens ne sont pas conscients que, donc, en 2050, le Congo aura 220 millions d'habitants. En 2100, on aura 400 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment mettre en place un système politique? Comment mettre en place un système sanitaire? Quand on passe à la télé, c'est justement pour insulter de manière à donner libre cours à l'autorité morale de vous faire nommer. Ça, c'est un problème. Et quand on est chef, surtout sa majorité, il faut faire beaucoup d'attention. Vous risquez de punir beaucoup les innocents. Des gens qui posent des actes incontrôlés, non pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils sont poussés par la pauvreté. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi, Félix, Dieu lui a donné la possibilité d'avoir un cœur grand, de savoir regarder le mal. Moi au moins, j'ai été le conseiller de son père. Je connais. On peut l'insulter, il te regarde et tu t'en vas. Il ne répond pas. C'est un fils à papa aussi. Les lions ne... c'est ça. Donc, moi, je pense que tous ceux qui pensent que Félix ne fait pas ceci... Moi, je vois même quand la diaspora, moi, je dis, mais, ces gens ont habité l'Europe, l'Amérique, etc. Mais ils n'ont rien profité. Ils n'ont rien profité. Apparemment, ils ont encore une mentalité trop archaïque. Non, mais c'est gravissime. Parce qu'en fait, bon... Monsieur Norbert Yamba, pour clore avec ces sujets sur cette question qu'on se pose sur l'administration de la République démocratique du Congo après ces 12 mois d'exercice du gouvernement Ilunga Ilunkamba, quelles sont vos recommandations? Aujourd'hui, la population pense que cette administration travaille au ralenti parce que les secrétaires généraux qui gèrent différents secteurs de la vie nationale sont pour la plupart intérimaires. Lorsque vous allez y introduire vos dossiers pour être pris en compte, c'est une année, 6 mois, parfois il faut passer par des combines, des corruptions pour que votre dossier soit pris en compte. Même pour qu'une lettre soit amenée à celui à qui vous l'adressez, il faut corrompre pour qu'on apporte votre dossier auprès d'un directeur, auprès de quelque chose. Quelles sont les recommandations aujourd'hui? Vous êtes un consultant, vous êtes un panafricaniste, vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui apporte des solutions à plusieurs pays d'Afrique en termes de leur administration, en termes de leur développement. Je suis consultant mondial en charge de la déconcentration administrative et la décentralisation. Alors, quels sont aujourd'hui les voies et moyens de sortie afin que l'administration sous Félix Tshisekedi soit une administration qui donne solution aux problèmes de la population congolaise? Vous savez, il faut changer la vision de l'administration. La tendance générale, en tout cas toutes les littératures abondantes montrent que l'administration n'est pas là pour fabriquer des riches. Quelqu'un qui voudrait devenir riche doit devenir opérateur économique. J'ai suivi une fois Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, le disait qu'il avait des collègues, des amis, et dans leurs ambitions, lui disait que lui doit aider la République. L'autre disait que bon, moi, je dois devenir riche. L'autre est devenu riche, lui aide la République, et lui ne peut pas s'entendre à devenir riche en aidant la République.
C'est un sacrifice. C'est très important. Et donc, l'esprit de sacrifice est très important. Mais cet esprit de sacrifice doit être guidé par un arrangement institutionnel de surveillance mutuelle. Dans une société où les institutions ne se surveillent pas mutuellement, c'est une société appelée à disparaître. La configuration institutionnelle est donnée de telle sorte qu'il y ait des cours et tribunaux qui savent poursuivre les infractions, qu'il y ait l'Agence nationale des renseignements, par exemple, qui est la Cour des comptes pour poursuivre le compte de l'État, qui est l'Inspection générale des finances, qui est une société civile. Et qu'au niveau des institutions que nous ayons, l'Assemblée nationale, le Sénat, et nous avons également les chefs hiérarchiques. Nous avons la société civile dans les différents domaines. Domaine, par exemple, de la corruption. Il y a la société civile, des ONG qui sont dans ces choses, etc. Dans le domaine de l'environnement, il y a des ONG environnementales. Dans le domaine des droits de l'homme, il y a des ONG de droits de l'homme. Dans le domaine des médias, il y a des associations de médias, etc. Mais à chaque niveau qu'on comprenne que c'est notre pays et nous sommes en train de disparaître et que nous sommes censés être recolonisés lorsqu'on ne change pas les choses. Alors maintenant, on met en place un système de surveillance. Et le coach national devient le point d'amplification. L'entraîneur, celui qui booste, mais qui sait entraîner tout le monde autour d'un idéal commun parce qu'il connaît la destination. Et c'est pour cette raison. C'est très clair que le président a bien joué son rôle en disant « Je mets en place la cellule de changement de mentalité qui est en rang de coordonnateur, conseiller spécial pratiquement. » Mais pour faire travail, je me suis beaucoup, pour faire ce travail-là, de changement de mentalité, parce qu'en fait, on vient d'un système vers un autre système, et donc il faut transformer cette mentalité pour que cette mentalité nouvelle soit compatible au nouveau système. Ça c'est rare. Et la cellule a cette responsabilité. Encore que la cellule active les batteries pour que véritablement son action soit ressentie sur l'ensemble du territoire national. Ça c'est un. Deuxièmement, le président a estimé qu'il fallait une agence, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption. Et cette agence doit être guidée sur base d'un comité de pilotage qui réunit pratiquement toutes les structures de dissuasion. Dans ce comité de pilotage, il n'y a pas que cette agence qui doit traquer. Mais il y a aussi les cours et tribunaux, il y a l'inspection générale, etc. Chacun fait son job. Mais on peut faire le point à l'intérieur pour que l'impunité ne puisse pas se consolider. Et il faut que cela se répercute à différents niveaux d'atterrissage, c'est-à-dire au niveau de province, au niveau de ville, au niveau, n'est-ce pas, des communes, des secteurs et des chefferies. Mais si le chef a donné déjà l'idée, c'est le gouvernement qui doit véritablement construire des rayonnements pour la matérialisation physique de tout ça. Alors, est-ce que ça s'est fait? Ça pose problème. Alors, maintenant, l'administration, ok. Vous savez qu'on a politisé l'administration. Vous avez vu la Belgique à un moment. 2 ans durant, il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait que l'administration. Voilà. Et tout marchait comme se déroulait. Voilà. Et alors, et chez nous, toute administration. Pour être secrétaire général, il faut qu'on sache est-ce que tu es proche. Tu es de quel camp politique. D'abord de quelle province. Et cette province a des relations avec nous, etc. Et puis, fils à maman, fils à papa, etc. Et on vous nomme. Alors, il y a des gens qui ont suivi le cursus normal. Normal pour occuper ces postes. Et même il n'y a pas longtemps, il y a eu un test. Des gens qui ont réussi dans les tests. Et on a retrouvé d'autres secrétaires généraux qui n'avaient pas réussi dans les tests. Dans les tests. Et alors maintenant, dans cette imbroglio délibéré, des gens moins préoccupés de l'avenir de la République, où notre administration ne fonctionne qu'avec la consultation internationale, où nous sommes considérés comme des petits bébés sous biberon. Nous sommes considérés comme des enfants qui n'ont pas d'intelligence. Même pour des gens qui n'ont même pas une bonne formation, qui viennent de l'extérieur et ils viennent nous dominer. Où nous avons véritablement aujourd'hui des noirs domestiques des maisons et domestiques des champs, comme à l'époque de la traite négrière, où nos compatriotes parfois d'Afrique viennent chez nous. Ils sont plus proches du blanc et avec les blancs ils se complotent pour nous fabriquer des programmes, pour nous fabriquer des politiques. Et nous on est là. On est fiers de ça. Et vous allez voir, personne ne peut réfléchir sur une question pour dire « Mais c'est en bas, qu'est-ce que tu penses ?» C'est ça.
Et donc cette administration-là n'a pas les cœurs dans l'ouvrage. Alors c'est comme ça que ces administrations-là se font nommer en fonction des intérêts politiques. Raison pour laquelle vous avez vu, le président voulait voir un peu plus clair pour dire, écoutez, arrêtez d'abord avec les affectations, les notifications, voyons voir qu'est-ce qui se passe, qui peut être secrétaire général, etc. On est là, mais il faut accélérer le processus parce qu'il ne faut pas arrêter quand même le monde. C'est ça. Mais ça serait quelque chose qui prendrait, dont le Premier ministre prendrait des responsabilités au travers du ministère de la fonction publique, discussion à l'intérieur du Conseil des ministres, lever les options à l'intérieur du Conseil des ministres, faire accélérer le processus. C'est une question managériale. C'est une question managériale, cher ami. Oui, donc, vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez que nous avons des pays en Afrique, comme Sao Tomé-Principe. Sao Tomé-Principe a 964 000 km². Non, 964 km², soit 1000 km². Avec des familles habitants. Mais certains pays, ils ont des avions, ils ont des bateaux, ils ont des bâtiments, ils ont des ministres, ils ont des gouverneurs, etc. Mais un petit pays de 1000 km², 10 fois la ville de Kinshasa. Ils s'organisent, et pourquoi pas nous? Et vous croyez que vous prenez la ville de Kinshasa comme ça, 15 millions d'habitants, avec pour probabilité à 2035 d'avoir plus de 25-30 millions d'habitants? Et donc vous laissez, vous croyez que bon, c'est comme ça, on doit évoluer comme ça. On chante pour vous, vous venez avec des prados, etc. Et ça s'arrête là. Et personne ne pose la question à personne. Et on va laisser le pays comme ça pendant tout le temps. Seigneur, on va laisser le pays pendant tous les temps comme ça. Concluez, on va prendre notre deuxième sujet, M. Yamba Yamba. Quelle conclusion vous voulez que je donne? Je voudrais simplement demander, parce que tous ceux qui ont la décision, qui se reconnaissent comme Congolais, qu'on a trop duré, on a trop blagué. Le pays est sur masse ardente. Nous sommes 80 fois plus que la Belgique. Nous sommes 100 fois plus que le Rwanda. Nous sommes 9 fois plus que le Japon. Nous sommes 5 fois plus que la France. Nous sommes 5 fois plus que la Grande-Bretagne. Nous sommes 2000 fois plus que la Guinée équatoriale. De grâce. Non, 100 fois plus que la Guinée équatoriale. J'allais parler de Luxembourg. Non, mais écoute, on va attendre qui? Le président seul va aller travailler à la place du chef de groupement, chef de village. On a déclaré que la Constitution, dans son article 3, reconnaît la décentralisation. On dit, donnons des personnalités civiles, donnons des personnalités juridiques aux entités. On dit deux niveaux de pouvoir. Le pouvoir central et le pouvoir provincial. Que la province devienne une républiquette à grande échelle pour travailler comme le gouvernement central. Et on se répartit les compétences. 36 compétences exclusives pour le gouvernement central, 29 compétences pour le gouvernement provincial. Il y a également des compétences concurrentes. Travaillons, ayons des personnalités civiles. Vous pouvez avoir votre propre brigade, vous pouvez avoir votre propre programme. On en est où? On choisit des gouverneurs, vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer. D'abord, la qualité des députés lui-même, c'est tout un problème. Et puis, on a des villes. Une ville, c'est une républiquette. Le maire de la ville, oh mon cher ami, je suis allé à Tanger en 2000. Je n'avais pas trouvé encore de l'électronique, l'Internet. Je suis allé en 2010. L'Internet, même dans les chambres, même les petits-enfants ont d'Internet. Qui a fait ça? C'est la mairie. C'est la mairie. La mairie. Allez aux États-Unis. Vous allez à Montgomery. Mairie de Montgomery. Ils ont des universités. Wow. Parce que quelqu'un risque de pleurer d'aller à Harvard, mais ses parents n'ont pas d'argent, le gouvernement de la mairie prend de l'argent, construit des universités à grande échelle, et les gens étudient avec des subventions. On peut même avoir des sociétés de transport pour réduire les coûts de transport par la mairie, en dehors du gouvernement central, en dehors du gouvernement provincial. Et cela va jusqu'au niveau de la chefferie, au niveau des secteurs, au niveau des communes. Chaque commune a une personnalité juridique qui lui donne la possibilité de poser des actes susceptibles de produire des effets de droit. Mais qui on met comme bourgmestre? Pourquoi on ne fait même pas des élections pour avoir le bourgmestre?
Et quand l'argent arrive au niveau de la province, on dit non, nous ne pouvons pas remettre au bourgmestre s'ils ne sont pas élus. Et vous qui êtes élus, vous faites quoi? Personne ne vous contrôle. Pose la question aux députés. Est-ce qu'à ces mois, aux députés provinciaux, à ces mois de... On est à quel mois? Nous sommes au mois de septembre. Septembre. Alors, le gouvernement provincial a dépensé combien? On ne connaît pas. On ne connaît pas. Moi, je fais le monitoring. Je suis consultant plus de 20 ans dans ces questions. Donc, vous voyez, ce n'est pas de la magie. Ça ne va pas venir comme ça. Les jours où le chef de secteur, je suis allé dans le Bandundu ici, j'arrive dans un secteur. Moi, je dis où se trouve le bureau. Le chef de secteur est en Terling. Et vous savez, on était une délégation de consultants de la Banque mondiale. On dit non. Ils nous appellent des chefs. Moi, je dis arrêtez ça. C'est toi qui es chef. Toi, tu es chef dans mon pays. Toi, tu considères tous ces gens-là, ces fonctionnaires ici, comme vos chefs. Mais c'est quoi cette histoire? Et on entre dans un petit bureau où il n'y a même pas de chaises à s'asseoir. Une case de 3 mètres sur 3. Et vous recevez combien d'argent? Oh non, moi je reçois 1200. On nous donnait 1 200 000, mais ça fait 5 mois. Et quand je pars prendre l'argent, on prend d'abord une partie, on me donne 120 000 francs. Alors je vais faire quoi avec? Ah Seigneur. Et c'est ça le pays. C'est ça le pays. C'est ça le pays. Il faut qu'à un moment donné, Michel, que les hommes et les femmes qui ont pitié de l'honneur et de la dignité de notre pays aient des responsabilités, mais qui ont aussi l'expertise, parce que la technique ne se négocie pas. Et dans cette synergie d'intelligence, dans cette somme d'intelligence, ça va provoquer une synergie gagnante. Et on va gagner sans combattre. Et ça, qu'on le veuille ou pas. Avec Félix Tshisekedi, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Encore que, il prie beaucoup nos ancêtres pour lui donner la possibilité de s'échapper à ces pièges organisés par des hommes et des femmes qui ne veulent pas voir le Congo avancer. Voilà. Merci, messieurs Norbert Yamba Yamba. Ça veut tout simplement dire que notre premier sujet, bien sûr, vos questions seront posées. Dans quelques minutes, nous allons prendre vos questions, mais nous allons quand même prendre ces sujets parce que nous avons vraiment besoin de l'expertise de notre consultant aujourd'hui sur ces plateaux. Je vous ai dit qu'on ne réservait pas seulement un invité, mais aussi un consultant. Alors, c'est deuxième thématique qui parle bien sûr de la relance du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Le gouvernement, oui, a déjà tablé sur la question et ils veulent bien relancer ces parcs agro-industriels. Mais la population, elle, ne l'entend pas de cette oreille-là. La population attend tout d'abord que les audits soient diligentés et que les responsabilités de l'échec du premier investissement soient établies et que les responsables répondent devant les cours et tribunaux. Monsieur Norbert Yamba Yamba, le gouvernement Ilunga Ilunkamba favorable pour la relance du parc agro-industriel de Boukangalonzo. La population attend les audits. Vous êtes consultant, expert. Vous avez observé, vous avez été là en train d'observer comment est-ce que ces projets étaient lancés et quel bonheur ces projets pouvaient apporter à la population congolaise. Aujourd'hui, c'est un gâchis, nous pouvons dire ça comme ça, mais on veut relancer sans qu'on sache qu'est-ce qui a été fait, par qui et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Vous savez, Michel, vous posez une question intéressante. Une question très importante. Mais on va faire ça. Vous n'allez pas fouiner dans le passé. Non, on ne va pas. Non, on peut finir. Mais ça ne donnera rien. Michel, le parc, comment on dit, le agro-industriel de Boukangalonzo, c'est un site d'exploitation agricole, moderne et soit-il. Ouais. C'est un site. Il y a eu trop de chimères dans cette histoire, avec une publicité à outrance pour matraquer les cerveaux. Ça s'appelle l'endoctrinement d'une pédagogie de domination pour faire croire, susciter l'espérance non espérante. C'est un site d'exploitation.
Agricole. Agricole. Il y en a combien aux États-Unis? La politique gouvernementale sur le plan agricole, qui est un secteur de souveraineté, ne se fait pas par l'établissement d'un site. Se fait par l'usage d'un certain nombre de politiques. Il y a la politique budgétaire. Vous parlez de site de Bokangalo dont on a bouffé des millions. 150 millions. Aucune planification. C'est comme ça que les gens se retrouvent. Il y a tout un ensemble de personnes. C'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Ne vous étonnez point. Et ces personnes ne doivent pas répondre. Et même moi je connais, vous savez, même il y a des institutions de contrôle qui vont à province, qui vont dans les sites, qui font, etc., mais dont on propose des montants et qui taisent, oui, voilà. Qui taisent les rapports, les résultats des rapports, voilà. Qui normalisent la normale. Et je connais, j'ai lu plusieurs rapports où vous voyez, on va contrôler telle ou telle entreprise, etc. Et puis bon, les responsables de l'entreprise grêlote, tremblote, etc. Et puis le contrôleur dit, écoutez, ne vous en faites pas, présentez-moi les éléments et moi j'aurai ma part. Voilà. Et il régularise les opérations et voilà, ça s'arrête là. Moi, c'est pas ça ce qui me concerne. Encore que bon, il y a des instances ou des structures compétentes pour régler cette question. Nous avons besoin d'établir la photographie d'une situation dont on a investi et cela est tout à fait normal. Et pourquoi pas ne pas le faire? Il faut véritablement le faire pour établir des responsabilités. Cependant, bien qu'on aura établi des responsabilités, bien on aura relancé Bokangalo, cela ne nous apportera aucun impact. Vous savez, le Congo-Kinshasa a 26 provinces. Le Congo-Kinshasa a 1450 entités territoriales décentralisées. Vous avez les villes, les communes, vous avez les secteurs et les chefferies. Vous avez 145 territoires. Cher Michel, vous avez plus de 8000 groupements. Cher Michel, vous croyez que le site de Bokangalo va permettre à disponibiliser des tomates à Bafasende? Vous croyez que le site de Bokangalo va envoyer des amarantes, des bitetuku de légumes à Walungu? Vous croyez que le sud de Bokangalo va envoyer des maïs chez moi au Sankourou? Non! Non, mon ami! Et puis d'ailleurs, si Bokangalo va être opérationnel, les petits agriculteurs, ils font quoi? Ils vont vivre de quelle manière? Parce qu'il y a une compétition déloyale sur le marché. Et tous ces maraîchers ici, qui sont dans la périphérie de la ville de Kinshasa ici, qui n'ont aucune survivance juridique, allez chez ces maraîchers-là. Ils ne peuvent pas cultiver leurs orangers. Ils ne peuvent pas cultiver les mandariniers, les mangoustaniers, toute culture pérenne, rien du tout. Parce qu'ils n'ont aucune sécurité juridique sur les fonciers. C'est ça. Et donc, l'approche gouvernementale efficace, efficiente, passe par la politique budgétaire. On donne combien de pourcents? À un moment donné, on nous a fait croire qu'on est allé jusqu'à 3%. Ce sont des moyennes statistiques. Aujourd'hui, c'est vrai, au travers, n'est-ce pas, le programme gouvernemental, on est à 4% au plus. Mais écoutez, qui contrôle quoi? Ça aussi, c'est le problème. Deuxième chose, la politique foncière. La politique foncière. Cher Michel, comment les gens obtiennent? Regardez, prends la route, vous allez jusqu'à Kikuti. Vous allez voir des espaces vierges. Même quand vous prenez Kinshasa jusqu'à Matadi, 350 km. Les entités où il y a une densité de gens, c'est moins que les entités où il y a la virginité. Effectivement. Et alors, vous croyez que ces entités, ces espaces vierges-là, sont vierges? Ah non, c'est occupé par des spéculateurs qui connaissent les procédures pour l'obtention, je sais pas, des espaces
par amphithéose. Lorsque vous passez... Et ils ne cultivent pas, voilà. Ils font la spéculation. Voilà, lorsque vous passez, c'est un peu clôturé, on a mis Voilà. une pancarte. Alors maintenant, ces gens-là, vous pouvez, moi, j'ai besoin d'avoir intérêt. Je ne peux pas avoir ça, parce que c'est déjà occupé par des personnes qui ont eu à assumer des responsabilités et qui ont utilisé leur influence pour occuper des grands espaces dont ils n'exploitent pas. Ils font la spéculation. C'est ça. Et donc, un gouvernement volontariste, ce n'est pas par un site agricole. Organisation. Est-ce que vous me suivez? Organisation, n'est-ce pas, des affaires foncières. Vous savez, l'article, la loi foncière de 1973, son article 389, avait déjà prévu qu'on puisse régulariser la terre des communautés rurales. Jusque-là, on peut exproprier la population rurale. Certainement que le code forestier est venu changer un certain nombre de choses, mais ce n'est pas tous les villages qui ont la forêt. Donc, on a besoin d'écouter le ministre des Affaires foncières, pas de rester au bureau, mais de dire, voilà comment j'ai trouvé, voilà ce que nous entendons de faire, voilà comment chacun peut avoir un lopin de terre, voilà. Cher ami, troisièmement, les crédits agricoles. Le travail agricole, c'est un travail difficile, il faut de la moyens, il faut une main-d'œuvre, etc. Il faut acheter des semences, des variétés améliorées, etc. Mais il faut des moyens, il faut des crédits. Dans notre pays, nous avons connu la banque de crédit agricole, mais qui a été presque pillée par des membres du comité central, les membres du bureau politique. On a vu dans les villages comme ça, les commissaires du peuple déposer les tracteurs, etc. On l'a vu même récemment avec les tracteurs. Même avec les tracteurs, même. Mais il faut aller dans les résidences des gouverneurs, voilà. Vous trouvez. Vous allez voir. C'est comme des éléments de misée. Et il y a même ceux qui commençaient à faire. Apparemment, le petit peuple n'a pas accès à ces crédits. Non. Alors, la banque de crédit, la banque de crédit agricole, le crédit agricole, c'est un élément, c'est un indice qui montre la volonté volontariste du gouvernement. On en est où là? Le bâtiment de la banque de crédit agricole existe? Non, mais c'est celui de cadastre qui occupe cette banque. Pourquoi on l'a arrêté? La SOFIDE, la Société financière de développement. On en est où là? Moi j'étais à Bukavu. Mais quand je partais vers Walikale, je partais à Ouvira, je partais à Walungu, à Ngweshe. Il y avait des grandes coopératives qui donnaient des crédits aux paysans. Je salue Pierre Lumbi, qui a été pour beaucoup. C'est un bâtisseur de développement. Il nous a beaucoup inspiré. Paix à son âme, là où il est. Mais aujourd'hui, on en est où? Il n'y a plus de coopératives. Il n'y en a plus. Parce que le gouvernement de la République n'a pas su encadrer tout ça. Mais la politique gouvernementale, c'est effectivement... Et je salue le président de la République, qui a dit, aujourd'hui plus que jamais, il faut mettre en place une banque de développement rural. Et cette banque va aider naturellement. Regardez combien de jeunes gens terminent dans la faculté d'agronomique. Regardez les instituts supérieurs d'études agricoles. Regardez les instituts supérieurs d'études de développement rural. Mais ce sont des agriculteurs potentiels. Nous avons besoin de fermiers modernes, agro-industriels, qui peuvent avoir de l'argent, qu'on peut donner des concessions, qui peuvent créer de l'emploi. Je viens du Bas-Congo, du Congo central. J'ai vu des fruits d'orange, des fruits de mandarine. Difficile d'être acheminé à Kinshasa. Non seulement difficile, mais même pas une petite usine de transformation. Des transformations, voilà. Et alors, vous allez dire que non, président, trouvez-nous de l'emploi. Ah, rien. Comment vous trouvez de l'emploi, comment? C'est pas une incantation. Et d'ailleurs, et ça, je salue encore le président de la République qui dit, il faut créer un fonds de garantie où les jeunes gens doivent sortir de cette mentalité ententiste, créer des projets bancables. Et à partir de ces projets bancals, ils reçoivent des fonds dont on connaît véritablement la rentabilité en termes d'action. Et on va créer des unités de production. Ces unités de production vont fluer les services, j'allais dire, et les biens sur le marché. Au nom de la loi de l'offre et de la demande, les prix vont descendre, les paysans, les gens vont véritablement trouver leur compte. Il faut également la recherche. J'étais à Luiro, j'étais à Mulungu, j'étais
en Voisie, ici dans le Congo central, à Boketa, au sud Ubangi, cher ami, en Ngandajika, toutes ces institutions de recherche, INERA, etc., elles sont plus opérationnelles. Mais quelques rares fonctionnent peut-être avec la coopération américaine. Monsieur Norbert, il nous reste pratiquement 5 minutes. Il y a quand même plusieurs questions des téléspectateurs. Okay. Vous allez quand même essayer de répondre, bien que notre troisième sujet risque de souffrir. Mais nous allons quand même prendre quelques questions pour respecter ceux-là qui nous regardent ce matin. La première question nous vient de Goma. C'est monsieur Patient Mouningi qui nous écrit depuis cette ville de la République démocratique du Congo. Il veut savoir. C'est concernant bien sûr notre première thématique qui parlait de l'exercice bien sûr de quid sur le bilan de l'administration. Mais aujourd'hui, l'administration en République démocratique du Congo est aussi problème du renouvellement. Est-ce que la pension n'existe plus dans ces pays? C'est un problème réel. Notre ami c'est qui? Patient Mouningi depuis Goma. Patient, vous avez pleinement raison. Vous avez pleinement raison par rapport à ce que vous faites et ce que vous dites. Mais est-il qu'aujourd'hui, je crois que les choses sont en route. J'ai été à Goma dans le cadre d'un projet avec la Banque mondiale. On appelle le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique. Donc, je suis expert en charge de la déconcentration administrative. Et le travail qui a été fait, et nous avons commencé ce travail depuis 2009, c'est donc l'identification des agents. Cette identification nous permet de savoir quel agent, à quel âge, et quelle est sa formation, et quel est son degré d'impact par rapport au service qu'il occupe. Le gouvernement de la République, à travers ce projet, qui est basé à la fonction publique, travaille déjà aujourd'hui pour retraiter les agents. On a commencé par tous les secrétaires généraux, parce qu'à l'époque, il y avait au moins 98% des secrétaires généraux étaient éligibles à la retraite. Ils n'allaient pas à la retraite. Et ce projet a permis naturellement de faciliter la retraite, n'est-ce pas, de ces secrétaires généraux. Aujourd'hui, il y a la retraite aussi des directeurs. D'ici là, ce serait 377 directeurs. Et on va aller secteur par secteur, progressivement. Ça, c'est la banque, mais qui travaille au nom avec le gouvernement congolais. Alors maintenant, il y a aussi un autre projet. Parce que les gens qui sont éligibles à la retraite s'en vont, mais il faut qu'il y ait des jeunes. Raison pour laquelle vous avez l'École nationale d'administration, ENA. ENA, oui. Et il n'y a pas que ça. On a commencé par le recrutement des jeunes professionnels, des jeunes gens qui ont fini l'université et qui véritablement traînent. Il y a eu un premier lot de 1000 personnes qui a été identifié et passé au concours. Il y a un deuxième, aujourd'hui on veut aller vers le troisième, la troisième génération. Tout cela pour les positionner au niveau de l'administration de manière à construire l'efficacité. Et le projet s'occupe de leur formation, de leur stage et de leur positionnement. Je viens de Matadi où j'ai été, au nom du projet, organiser un atelier national, n'est-ce pas, de validation des mesures d'application de différents secteurs décentralisés. Parce qu'on a besoin qu'au niveau des provinces, que nous ayons des administrations provinciales qui constituent véritablement la fonction publique provinciale et locale. Voilà. Et dans cette fonction publique provinciale, on va recruter aussi des jeunes. Et alors maintenant, des études vont se faire. D'ailleurs, prochainement, je pourrais aller à Lualaba, où on fait une étude sur une province échantillon, de manière à savoir quelle est la configuration de ces administrations, comment nous les organisons, et combien de postes ces administrations doivent compter, et comment ça va véritablement être rendu opérationnel avec le concours aussi des administrations déconcentrées. Voilà. Tout cela va permettre, au nom du gouvernement, de pouvoir rajeunir l'administration et de construire le processus de retraite des agents. Une autre question qui nous vient cette fois-là du Haut-Katanga. Le monsieur s'appelle Ouvrier Katangé. C'est ça, c'est comme ça qu'il a signé son message. Il dit, vous avez tout à fait d'accord et félicitations pour votre intervention, mais vous êtes cadre de l'UDPS, donc proche du président de la République. Est-ce que vous lui apportez ces conseils que vous êtes en train d'étaler sur ces médias? Mais écoutez, je suis de l'UDPS, c'est vrai. Je suis consultant, c'est vrai. Il est tout le temps, avant que le président
ne soit président. L'IDPS, il connaît que j'ai toujours fait des petits papiers pour lui dire que voilà ce que je pense dans tel ou tel secteur, etc. Mais aujourd'hui, il est président de la République, il y a des institutions, il y a des administrations qui sont basées pour faire véritablement ce travail. Parce que le président de la République n'est pas l'unique personne dans l'administration. Il est là, chacun a un rôle à jouer. Et donc, ce que je fais, je vous dis que je viens du Qatar, de Matadi. Matadi. Oui. J'ai été là-bas, j'ai été au Katanga chez lui, voilà. Etc. Mais je travaille avec ferveur, avec enthousiasme, avec détermination pour que le président réussisse. Parce que je fais partie des gens qui seront appréciés à la fin véritablement de sa candidature. Et en étant consultant, j'apporte le meilleur de moi-même, j'apporte une énergie additionnelle pour que les choses marchent. Et ça va de soi. Donc, mais s'il m'arrive d'avoir des opportunités, etc., pour rencontrer les chefs, et j'essaie aussi de faire passer naturellement un certain nombre de choses. Voilà, nous avons un message de monsieur Emma Amissi. Monsieur Emma Amissi, tu n'as pas signé de là où tu nous écris. Sûrement, c'est un nom déjà qui nous vient soit de Maniema, de ce côté-là. Alors, monsieur nous dit, quel est votre avis, monsieur Yamba Yamba, sur le mini-sommet des Goma, réunissant les Rwanda, Ouganda et les autres, alors que chez nous, nous avons des difficultés qui nécessitent encore beaucoup d'efforts. Quel est votre avis? Mais écoutez, la société ne se construit pas de manière sectorielle. Je salue mon ami Amissi. Mais la société se construit de manière holistique, de manière globalisante, de manière systémique. Le système a des sous-systèmes. Il y a les systèmes internes, les sous-systèmes externes, etc. Tout ça, ça doit être en interaction dynamique. Regardez, le Congo-Kinshasa connaît beaucoup de choses. Nous avons connu des agressions, nous avons connu des attaques à répétition, etc. Vous savez, cher Michel, on peut tout changer, mais on ne sait pas changer la géographie. Le président, c'est un panafricaniste. Moi qui vous parle, je suis panafricaniste. Au-delà de nos émotions, nous avons intérêt à trouver ce que nous pouvons profiter des voisins et ce que les voisins peuvent profiter de nous. Nous avons été un seul pays, l'Afrique qu'habite. Voilà, donc s'il y a un sommet à Goma, ce sommet va prendre combien de temps? Est-ce que ça va prendre tout le temps pour le président? Et pendant qu'il est à Kinshasa, est-ce qu'il ne travaille pas? Il ne s'occupe pas des secteurs de la vie? Ah non, mes amis. Est-ce qu'on va négliger les différentes frontières de notre pays? On va négliger l'Afrique. Demain, il sera président de l'Union africaine. Il doit maîtriser différentes questions régionales et globales de notre continent. Donc, se retrouver à Goma n'empêche pas naturellement de s'occuper des questions sectorielles de notre société. Encore qu'il ne faut pas négliger l'un ou l'autre. Il faut aller ensemble, mais de manière beaucoup plus méthodique, plus intelligente. Monsieur Norbert Yamba Yamba, en 1 minute, vous allez regarder cette caméra et surtout conclure cette émission sur surtout la question de l'Afrique face à son développement, passant bien sûr par la République démocratique du Congo. Oui, mais merci beaucoup pour l'invitation. Je salue Canal Futur avec toutes les évolutions positives que je suis en train d'observer, etc. Je dois vous avouer que l'Afrique a tout tenté. Vous savez que chez nous, on nous a parlé de démocratie, on a tenté la démocratie. On a tenté les gouvernements d'union nationale. On a tenté les gouvernements des technocrates. On a tenté des gouvernements des économistes. On a tenté des gouvernements de la diaspora. On a tenté des gouvernements composés de beaucoup de femmes. On a tenté des grands programmes d'ajustement structurel, des grands programmes pour le millénaire de développement, des objectifs de développement durable, etc. L'émergence à l'horizon 2025, 2030, 2035, etc. On a tout tenté. L'authenticité, l'objectif 80. Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté? On a tout essayé. Sans résultat. Je vous regarde en face. Sans résultat. C'est que nous nous sommes trompés d'adresse. Nous devons réfléchir pour savoir les causes, les questions questionnantes, les raisons raisonnantes, qui ont fait que 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée, 22 ans de la filière, n'est-ce pas, afdélienne, etc., sans résultat. Cherchons d'autres voies. Quand on veut monter sur une échelle et que vous n'y arrivez pas, il faut changer d'échelle.
Il faut changer d'échelle. Quand vous voulez bouffer de nouveaux fruits, il faut changer des racines de l'arbre. Et on va continuer avec la même chose. Et nous disons qu'on ne peut s'en sortir que lorsque l'Afrique revient à la situation avant l'arrivée véritablement des agresseurs. Nous étions une puissance culturelle, nous étions une puissance économique, nous étions une puissance scientifique. La médecine, les mathématiques, l'écriture, l'astronomie, l'astrophysique, tout était inventé en Afrique, avant l'ère chrétienne. Nous sommes au pavé, nous sommes au bas de l'échelle. Il faut donc des panafricanistes. Mais pour y arriver, on a besoin de la construction des États-Unis d'Afrique. Nos ancêtres ont vécu ce qu'on appelait la confédération des royautés. Nous avions des empires, nous avions des royaumes, mais nous avons une confédération avec une répartition des compétences. Imaginons ça! Il faudrait que nos juristes, nos philosophes, nos politologues sortent de leurs bureaux climatisés pour voir la réalité de notre société et nous penser un arrangement institutionnel qui nous permet de sortir des sentiers battus. Vous savez, celui qui dort sur une natte dort par terre. Celui, on ne laisse pas la tête d'autrui se faire raser à l'absence de cette personne-là. Je pense que quand on aura pris conscience de restaurer notre identité culturelle, de restaurer notre spiritualité authentique, n'est-ce pas, de rétablir véritablement notre continent et construire les États-Unis d'Afrique, avoir notre propre identité, je crois qu'on aura posé un pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Voilà ce que je peux penser. Merci beaucoup Norbert Yamba Yamba. Je rappelle que vous êtes président de la nouvelle vision panafricaine. Vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous êtes consultant international. Vous êtes Norbert Yamba Yamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Michel. Je suis toujours dispo pour discuter des questions sans passion, sans sentiment, mais pour l'avenir de la République, pour l'avenir de l'Afrique. Merci. La race noire est la race qui a des problèmes plus problématiques que d'autres races. Il faut que ça change. Et je crois que nous sommes là et nous nous interposerons pour amener une nouvelle vision. Merci. Je remercie aussi la grande équipe technique qui m'a accompagné ce matin, la Mama Bweko, Thierry Batondoko et Freddy Manunga, Souley de Charlie Nkachama. Je vais saluer aussi Malthus Ndelo et vous fixer rendez-vous pour demain à partir de 10h. Nous aurons bien sûr un autre invité sur ces plateaux pour traiter d'un autre sujet. D'ici là, restez branchés sur les programmes de votre chaîne. Au revoir.